Les femmes aiment le champagne. C'est même leur vin préféré. Sitôt qu'il apparaît sous Louis XIV, les femmes de la cour l'adoptent et le consomment sans modération. Parce qu'il leur fait les jours roses, l'humeur joyeuse et qu'il leur chavire l'essence. De tels atouts lui assurent un avenir radieux et un succès qui va aller crescendo. Au fil du temps, le champagne est devenu le symbole universel du plaisir et de la fête. Et le marqueur irremplaçable des moments forts de notre vie. Aujourd'hui, 3 siècles après le jaillissement des premières bulles, les femmes assurent encore son succès. 70% des 330 millions de bouteilles vendues chaque année dans le monde seraient des achats féminins. Mais les femmes ne resteront pas longtemps des consommatrices comblées mais passives. Dès le XVIIIe siècle, elles s'immiscent dans la fabrication du champagne pour faire de ce vin d'assemblage une symphonie d'arômes et de goûts. Au XIXe siècle, quelques veuves aujourd'hui légendaires scellent l'union entre femmes et champagne. Les plus emblématiques, Mesdames Clicquot et Pommery, marquent ce vin d'une empreinte indélébile, traçant ainsi la voie à toutes celles, de plus en plus nombreuses, qui en Champagne servent aujourd'hui sa cause. Parmi elles, Claudie, les doigts d'or, Lorraine, l'intrépide, Frédéric, l'artisane, Sandrine, l'alchimiste, Margaret, la convertie, Nathalie, la conquérante, Vitalie, l'ambassadrice. Je suis moi-même une de ces veuves de Champagne. Comme elle, j'ai fait de la petite exploitation léguée par mon mari un joyau. J'ai affûté mon goût et mon odorat pour élaborer des cuvées capiteuses et j'ai aiguisé ma bosse du commerce pour leur faire traverser les mers. Je connais intimement ce vin, ses secrets de fabrication, ses sortilèges et les raisons de son aura auprès des femmes. Toutes ces histoires, histoires d'hier et histoires d'aujourd'hui, je vais vous les raconter en traversant une saison de champagne avec nos héroïnes et en découvrant leur savoir-faire des vendanges à la mise en bouteille. Dirigeantes de fastueux domaines ou de modestes maisons, horticultrices ou chefs de cave, vigneronnes ou ambassadrices, toutes sont liées par une passion commune, la passion du champagne. Voici la Benjamine de nos femmes de Champagne, Lorraine Bayette. Un drame familial l'a amenée à interrompre ses études pour prendre en charge à 24 ans la petite exploitation familiale. Une lourde charge qu'elle assume grâce au soutien de sa mère, Marie-France, et de sa sœur, Justine. Mon mari est décédé le 13 mars 2005, après 3 mois et demi de maladie. Et donc, bon, évidemment, comme dans toute situation, c'est la panique. Mes filles ont arrêté leurs études momentanément pour m'aider. On a travaillé toute seule pendant 6 mois jusqu'à l'embauche de notre salarié Christophe. Et ensuite, elles ont repris leurs études. Et mon grand bonheur, c'est que ma fille aînée est revenue sur l'exploitation, m'aider. C'est vrai que quand on prend le schéma traditionnel d'une famille champenoise, c'est vraiment un modèle patriarcal. Donc même si le père n'est plus présent, il va forcément y avoir un grand-père ou un frère qui va aider la maman ou un oncle, etc. Que nous, en fait, on s'est vraiment retrouvés vraiment toutes seules. C'est ça, en fait, au début, qui a été vraiment très difficile. Bon, après, comme maman a dit, il y a nos amis qui nous ont aidés, donc là, ça... c'était vraiment une aide vraiment très, très précieuse. Tu avances, ça va vite. C'est le nombre de tours de moteur, ça.
l'aide de Justine, les week-ends, les vacances. Parce que Justine est aussi revenue dans la région là depuis quoi, 6 mois presque. Ouais, depuis presque un mois. Je craignais que Lorraine revienne par obligation, un peu par obligation. Et au fur et à mesure du temps et des années, je me rends compte que c'est une passionnée, qu'elle travaille énormément et je suis rassurée quant à sa décision. Un trio de femmes soudées et déterminées à perpétuer l'héritage paternel. On a tendance à assimiler le travail de la vigne et de l'élaboration du vin aux hommes, mais en fait, les femmes ont absolument leur place. Et en fait, je me pose même pas la question de savoir si j'ai ma place ou pas dans les vignes. C'est une évidence. On a plusieurs veuves, finalement, de grandes dames de Champagne, comme Henriot, Pommery, même Roudrer. Chaque femme dans une grande maison de Champagne a vraiment innové. Même dans le passé, ça a été un défi qui a été relevé, d'être à la tête d'une exploitation viticole. Et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant depuis 5 ans, à notre tour, relever le défi. Lorraine passe d'un poste à l'autre, d'une tâche à l'autre, comme le font ces artisans du Champagne que sont les récoltants manipulants. Des vendanges à la vente directe, ils s'activent sur tous les fronts. Vitalie est l'âme et le visage du Champagne familial. Elle a pourtant failli ne plus jamais fouler le sol du fabuleux domaine créé par ses ancêtres sur la colline Saint-Nicaise à Reims. 289 hectares, incluant des joyaux architecturaux et des cépages précieux. En 2005, Claude Tétinger, grand-oncle de Vitalie, cède la holding familiale dont il est président, Palace, produits de luxe divers dont le champagne, à un fonds américain. Pierre-Emmanuel, le père de Vitalie, se lance alors dans un combat titanesque pour conserver le champagne dans le giron de la dynastie. J'ai vécu avant le rachat un peu la perte de pour nous, ce qui était un joyau familial, le groupe qui quand même rythmait beaucoup notre vie, notre imagination, notre façon de penser, etc. Beaucoup plus que chacun d'entre nous pouvait l'imaginer. Et donc quand tout ça est parti, j'ai surtout vu mon père, qui est quelqu'un qui aime les belles histoires, qui est un homme d'idéal, qui a toujours suivi un petit peu le chemin tracé par son père, par son oncle Michel. Il y a vraiment cette admiration d'une certaine idée de la France. Mais je l'ai vu déjà très malheureux de ne pas pouvoir continuer à écrire cette histoire familiale. C'était vraiment le petit homme contre la grande armée. Donc je disais, dis donc, il en a quand même un peu. Et finalement, quand il a réussi son coup, eh ben, je peux vous dire que pour nous, ça a été un moment ça a été une vraie leçon. Il a gagné grâce à ses valeurs humaines, par des petits détails moins financiers que tout ce qu'on pourrait imaginer. La finance joue un grand rôle, mais vraiment l'homme joue un rôle encore plus déterminant. Alors ça a été émouvant. Nous avons décidé de partir à l'assaut, à la reconquête. Il y a eu donc une compétition très loyale qui s'est organisée avec plus de 40 candidats. Et au bout d'un an, on a obtenu le rachat de l'entreprise pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette entreprise était très aimée des Champenois, qui souhaitaient que la famille Tétinger reste toujours à Reims. On a eu du bon vent, on a eu de la chance, on a eu une part de miracle aussi. Enfin bref, tout s'est fait pour qu'on puisse reprendre ce flambeau. Quand il a réussi cette histoire, eh ben, finalement, je me suis dit, il l'a fait pour maintenir cette affaire dans la famille. Et ça avait du sens pour moi de lui dire, voilà. Si t'es d'accord déjà. Donc je lui ai demandé. Au départ, c'était pas si évident. Et puis en fait, très vite quand même, il m'a dit, voilà. Oui, il y aura bien une petite place pour toi. Les choses se font de façon très naturelle, oui. Et ça s'est fait naturellement. Le premier jour, quand je suis arrivée dans ce lieu, j'ai eu une espèce de certitude que j'étais chez moi. C'est même une impression très particulière. Je ne vous le dirai pas si c'était faux, parce que ça peut même paraître prétentieux, mais je me suis dit, c'est bizarre, je pense que ma place est ici.
Aujourd'hui, grâce à la mobilisation de toute une région et au versement de 570 millions d'euros, le label familial et la tradition sont saufs. Pierre-Emmanuel Tétinger peut perpétuer les rituels d'initiation et d'intronisation qui accompagnent depuis toujours l'histoire du champagne. L'ordre des coteaux de Champagne, créé au XVIIe siècle, accueille de nouveaux adeptes. Parmi ceux-ci, des amateurs éclairés venus du monde entier. De tout temps, le champagne est allé vers le monde et le monde est venu au champagne. L'histoire d'un vin si prestigieux est jalonnée non seulement de rites, mais de légendes. Même le mystère de son origine n'est pas complètement élucidé. La plus admise, celle de Dom Pérignon. Dom Pérignon, le moine bénédictin de l'abbaye d'Auvillers, près d'Épernay, à qui le champagne doit tant. D'abord, en 1670, les premiers assemblages des crus et cépages qui font du champagne une exception parmi les vins. Ensuite, le bouchon en cire d'abeille, qui remplacera le traditionnel bouchon en bois plus poreux et favorisera la formation de gaz à l'intérieur des fûts. Ainsi serait né, par un hasard heureux, le vin qui pétille. Ces trouvailles précieuses, les producteurs de champagne y recourent toujours. Tout comme Claudie, notre troisième héroïne. Claudie est non seulement la responsable passionnée d'une petite exploitation héritée de son arrière-grand-père, mais c'est aussi une pépiniériste chevronnée et détentrice d'un savoir-faire particulier, l'art de la greffe. On greffe suite au phylloxéra. Le phylloxéra, c'est une maladie, donc un insecte qui s'attaque aux racines du bois. Et en fait, les racines du porte-greffe sont plus grosses, plus épaisses, et le phylloxéra ne s'attaque pas à ces racines-là. Tous les porte-greffes, à l'origine, on appelle ça le bois américain. Et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire le greffon, c'est les cépages donc productifs qui vont donner le raisin, donc nos cépages champenois, meunier, pinot noir pour les raisins noirs et chardonnay pour le raisin blanc. Si le miraculeux greffon a éradiqué le phylloxéra qui réduisait les vignerons à la misère, Claudie l'utilise toujours pour renouveler les vieux plants de vigne de ses clients viticulteurs. Donc en fin de compte, les plants qui meurent, on les remplace. Et voilà, la naissance d'un plant de vigne qui rapportera dans 3 à 4 ans. Et qui produira du vin qui sera bu dans 8 ans environ. Claudie est d'autant plus attachée à son vignoble qu'elle est dépositaire d'un épisode déterminant de l'histoire du champagne dont son arrière-grand-père, Edmond Dubois, surnommé le Rédempteur, est l'un des héros. Donc il s'est révolté, pas tout seul, il s'est révolté avec les viticulteurs de l'époque contre les négociants qui fraudaient. Donc qui allaient chercher du vin et du raisin à l'extérieur de la Champagne pour faire du champagne. Donc c'est pour ça, après, ils ont voulu une loi qu'on a aujourd'hui. La Champagne, c'est bien délimité. Et en fait, on fait du champagne qu'en Champagne. Et on peut dire merci donc à nos ancêtres, moi, à mon arrière-grand-père Edmond Dubois et à tous ceux qui l'ont suivi à l'époque de la révolte champenoise en 1911. Au départ, c'était pacifique, on va dire. On voulait faire des lois, mais sans qu'il y ait de ravages. Et puis après, comme la fraude a pris de l'ampleur, et puis la misère aussi, donc ils ont cassé des bouteilles, ça a commencé comme ça. Ils rentraient chez les gens soupçonnés de fraude, donc les négoces. Et ensuite, sur Ailly, le débordement a eu vraiment lieu, puisqu'il y a eu des maisons de mise à feu. Là, ça a été très, très grave. Au départ, les pouvoirs publics ne réagissaient pas. Et après, ils ont envoyé les troupes. Parce qu'ils ne voulaient pas que ça fasse comme dans le Midi 3-4 ans plus tôt. Il y avait eu des morts et ils ne voulaient pas que ça se passe comme ça en Champagne.
Donc ils ont arrêté les meneurs avant qu'il y ait des morts. Les meneurs ont été arrêtés, mis en prison. Dont ton grand-père. Dont mon arrière-grand-père et de mon Dubois qui a fait 3 mois de prison. Et en fait, aussitôt derrière l'arrêt et la mise en prison des meneurs, le mouvement s'est arrêté de lui-même, quoi. Et puis c'est surtout que la loi, il y a eu des lois de voter en fait pour la délimitation de la Champagne. Seize ans après la révolte, des lois seront votées qui délimiteront à la Champagne la production du champagne. Depuis, comme on dit ici, il n'est de champagne qu'en Champagne. C'est comme un exorcisme, une protection contre les agressions extérieures. Ce régionalisme peut paraître excessif. Il a pourtant contribué à protéger le champagne en lui conservant ce qui en fait une exception française, les caractéristiques propres à cette terre. La Champagne est si petite. En tout, 34 000 hectares répartis sur 5 départements, la Marne, l'Aube, l'Aisne, la Haute-Marne et la Seine-et-Marne. « 15 000 vignerons s'y partagent 280 000 parcelles, parfois minuscules, qui accueillent 3 grands cépages. Un raisin blanc, le chardonnay, et 2 raisins noirs, le pinot noir et le pinot meunier. Le climat est idéal. Du soleil l'été pour gorger le raisin de sucre, et l'hiver, un climat tempéré par les embruns venus de loin pour adoucir l'air champenois. Et le sous-sol alors? Un vrai miracle géologique. Grâce à sa roche crayeuse, il emmagasine chaleur et eau afin de préserver la vigne de la sécheresse ou du gel. Une autre de ses propriétés? Nourrir les ceps de vigne des acides de fruits et des arômes qu'il recèle dans ses entrailles. Ceux-là même qui se déploieront dans nos coupes quelques années plus tard. Voilà pourquoi il ne peut y avoir de champagne qu'en Champagne. Quelle beauté, quelle sérénité. Les femmes de Champagne ont toujours été captives de ces paysages. Mais hier comme aujourd'hui, elles ont dû s'y arracher pour porter ailleurs les couleurs de leur vin. Voulez-vous goûter ce merveilleux Poppers rosé? C'est la première fois. Personne ne l'a jamais goûté. Personne ne l'a jamais goûté. Non, personne ne l'a jamais goûté. Ah non. Ah non, monsieur, c'est un engagement que nous avions pris ensemble quand on a goûté le Poppers blanc. Notre barman qui a été pour la première fois élu... MOF à Clermont-Ferrand. MOF à Clermont-Ferrand. Félicitations. Merci beaucoup. Vous savez que je suis très fière de soutenir les meilleurs ouvriers de France, non seulement dans la cuisine, barman, mais aussi les fleurs, les bénisteries, tous les corps de métier que vous représentez. Et donc bravo, alors félicitations. C'est gentil, merci beaucoup. Écoutez, c'est donc une occasion rêvée de découvrir un petit truc nouveau, alors. Chef de cave de la maison. Enchanté, Cédric Michaud. Enchanté. Alors à vous, monsieur le chef de cave. Vous êtes tout de suite sur des notes, je dirais, déjà avec une belle maturité, le vin a une belle maturité, avec des notes très légèrement allant vers des arômes d'agrumes légèrement séchés. Là, je suis vraiment très proche de la fraise des bois. Enfin, peut-être est-ce que c'est aussi la saison et qu'on l'a, mais là, on est vraiment... La couleur est assez surprenante.
c'est vraiment la patte du chef de cave. Les vins de Thierry, ces rosés sont clairs, sont doux, sont très élégants. Et alors, c'est vrai que souvent, quand on me pose la question, quand on me dit, oui, mais vous comprenez, c'est très difficile parce que quand les clients souhaitent avoir une coupe de vin rosé ils veulent que ce soit vraiment très rose. Et donc, pendant des années, j'ai cherché. Et puis finalement, je dis maintenant toujours que c'est comme les femmes. Plus elles sont maquillées, plus elles ont de choses à cacher, moins c'est bien. Je sais le premier conseiller. Alors, est-ce vraiment un vin féminin ? Le champagne n'est pas forcément féminin, non. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est quand on dit les femmes et la champagne, pour moi, je pense qu'en ce qui concerne Madame Pommery, ce n'est pas le fait que c'est une femme et qu'elle a découvert le vignoble ou qu'elle a pensé au champagne. Je pense qu'elle est connue et elle est restée connue et où elle est rentrée dans l'histoire parce qu'elle est la première femme entrepreneur de France. C'était notre 4e femme de Champagne, Nathalie Vrancken. Boîte à idées et ciment du groupe Pommery Vrancken, comme elle se définit elle-même. Mais aussi concentrée de professionnalisme et d'autorité, qualité indispensable pour co-diriger le 2e groupe mondial de Champagne et mener à bien la production annuelle de 22 millions de bouteilles. Nous retrouverons Nathalie plus tard sur son domaine rémois où elle a succédé à une autre femme de sa trempe, Madame Pommery. À Reims, nous avons d'abord rendez-vous avec Vitalie Tétinger, directrice artistique de sa propre marque, affairée dans son bureau sous le regard bienveillant de son grand-père. L'ex-étudiante aux Beaux-Arts a en quelque sorte recyclé ses compétences en art plastique dans son travail. Dans la maison, j'ai 2 rôles. J'ai un rôle qui est très concret, je fais partie de l'équipe marketing, qui est une petite équipe, et je suis directrice artistique. Donc je m'occupe de traduire sur les packaging, les bouteilles, l'identité de la maison. Et de faire en sorte que de tout ce qui sort d'ici transpire vraiment cette âme familiale, la racine historique de la maison, ce côté traditionnel, cet amour pour les métiers et pour le métier. Et l'autre rôle qui est plus un rôle de représentation où je vais incarner le côté familial de la maison. Les 2 rôles s'enrichissent un peu. Quand ils m'ont demandé d'être sur la publicité, au départ, je n'étais pas non plus emballée par l'idée. Parce que, au-delà de l'aventure du shooting et de ce que ça implique en termes d'équipe, vous voyez tout d'un coup des magiciens arriver avec des pinceaux, des appareils photo, des lumières. Pas évident paraître naturel, d'évoquer quelque chose. Je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée juste après la première campagne. J'étais invitée en Hollande et puis là je rencontre notre distributeur hollandais pour la première fois et cette publicité venait de sortir et là il me regarde, donc j'arrivais d'une journée de transport, je devais être magnifique. Je dis voilà, je suis Vitalie Tétinger, la fille de Pierre-Emmanuel Tétinger, je suis enchantée. C'est vous? C'est vraiment vous sur les photos? Il fait, il y a eu du boulot. Hein. Des heures de maquillage. Hein. J'imagine que le destin, si je suis ici, c'est que c'était mon destin. Mais par contre, c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas choisi de faire ça. J'avais même choisi de travailler dans un secteur totalement différent. Je voulais être peintre. J'aimerais bien en fait commencer à préparer, c'est un petit travail préparatoire pour avoir des images pour notre site internet. Tu vois, on aimerait bien avoir un principe où on peut suivre la vigne toute l'année, mais en respectant un petit peu le même type de plan, etc. Retrouver tout le temps une écriture pour... Ne pas faire que des photos, mais faire également des dessins. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère étaient peintres. Et puis, j'ai toujours aimé ça. Je dessine tous les jours quand il y a des longues réunions. Parce que j'ai gardé de mes études, etc., peut-être une habitude à aimer faire les choses plutôt qu'à écouter pendant des heures.
Dans l'austérité d'une petite exploitation ou l'opulence d'une grande maison, le champagne se vit comme un sacerdoce. Pour Vitaly, chargée à la fois d'incarner et de représenter la maison familiale, aucune frontière ne sépare sa vie privée et sa vie professionnelle. Pour elle, une fête se confondra souvent avec une séance de travail, et une séance de travail ressemblera à une fête. De toute façon, quand on est une femme, on ne fait pas les mêmes choses. À votre santé à tous. Merci. Oh, je pense qu'il y en a énormément. Oui. Au-delà de la continuité, elles ont été quand même des forces d'invention assez étonnantes, en tout cas sur le terroir de Champagne. C'est bon, parce qu'on ne fait pas les choses comme les hommes. Je trouve que tu as une façon plus poétique de l'aborder qu'un mec, un type. Ça va être beaucoup plus technique, je trouve. En plus, pour nous, enfin, pour les Américaines, on ouvre une bouteille pour fêter des choses. C'est toujours, voilà, comme tout le monde, on ouvre pour fêter, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est comme travail, comme métier, comme... là, depuis que je suis ici, voilà, en Champagne, là, j'apprécie 10 fois plus parce que je vois, voilà, les vignes, le contexte, je vois ce que c'est comme travail, je vois ce que c'est comme métier, l'art que c'est, etc. Donc, ça change le regard. À la vôtre. Les conversations aussi passent du public au privé. Et souvent, quelques coupes de champagne plus tard, à des échanges plus intimes. Il y a un truc avec le champagne, c'est que contrairement à tous les autres alcools, contrairement à... C'est qu'à un moment donné, un riport, c'est que le champagne... Que le champagne. Le champagne. Tout à coup, il y a une espèce de poétique qui se crée et t'as envie de séduire. Est-ce que c'est antérieur à l'absorption de champagne ou est-ce que ça accompagne ton envie de séduire? Ça l'accompagne, je crois. C'est croissant avec la consommation. Je suis d'accord. Mais tu sais que ça va arriver parce que tu le sais. Tu le sais quand tu sors ta bouteille que c'est ce soir ou jamais. Finalement, c'est exactement ça. Je trouve que c'est quand même pas pour rien que après chaque réussite sportive, on prend quand même le grand bouteille de champagne, on secoue et on laisse quand même exploser. C'est pas pour rien, ça. Il y a quand même une dimension. Ouais. Pour toi, c'est véritablement éjaculatoire. Depuis toujours, plaisir et champagne, érotisme et champagne sont associés. Les neurobiologistes en auraient même élucidé les causes. Ayant observé le cerveau des buveurs de champagne, ils en ont conclu que les fameuses bulles accélèrent le flux sanguin et que cet effet, conjugué à la vue et à l'odeur du vin, exacerbe la sensualité, tout particulièrement chez les femmes. À toutes les raisons que les femmes de la cour du roi Soleil ont eues de plébisciter le champagne, s'en ajoute une capitale. C'est le seul vin que la bienséance les autorisait à partager avec les hommes. Ni les uns ni les autres ne s'en sont privés. Ni à cette époque-là, ni sous la Régence, où ce vin qui rend les femmes à la fois euphoriques et alanguies abreuvait sans retenue les fêtes libertines de Philippe d'Orléans. Leurs débordements sont tels que Richelieu s'en offusque longuement dans ses mémoires. À son tour, la cour de Louis XVI s'entiche du vin pétillant, la reine en tête. Les soubresauts pré-révolutionnaires ne modèrent aucunement la passion de Marie-Antoinette et de ses suivantes pour les bulles. Dans certaines de ces fêtes, exclusivement réservées aux femmes et au champagne, ces dames s'en donnent à cœur joie et s'enivrent dans des coupes moulées, dit-on, sur l'un des seins de la reine. À propos d'érotisme et de champagne, il conviendrait de rendre justice aux demi-mondaines, prostituées et autres entraîneuses du XIXe siècle qui ont tant fait pour la diffusion du précieux vin dans leurs boudoirs et leurs maisons closes. On prétend même qu'au XIXe siècle, des grands noms du champagne auraient créé des bordels dans le seul but d'y écouler une partie de leur production. Lorraine vit un engagement fervent et studieux au sein de son exploitation artisanale. Une forme d'urgence liée à son souci d'être à la hauteur de l'attente familiale. Nos parents, en fait, nous ont laissé la grande liberté de choisir nos études, de choisir notre vie. Et ça, c'est très important dans le monde viticole. J'ai passé un bac S, j'ai intégré la fac de droit.
Toujours dans l'objectif, vers 30 ans, 35 ans, de reprendre l'exploitation, pas avant, puisque papa était quand même relativement jeune. Et donc au moment de son décès, en fait, j'ai intégré, quelques mois après, j'ai intégré l'école viticole d'Avize, où en fait on apprend tout ce qui est viticulture, œnologie. Mais j'ai quand même voulu continuer la fac de droit. Donc j'étais en double cursus pendant 1 an, tout en étant présente les week-ends, le soir à la maison. Enfin, c'était une période assez difficile. Il y a vraiment des notions à connaître et on ne devient pas vigneron ou viticulteur en claquant des doigts. C'est un métier qui est assez technique et on ne s'improvise pas vigneron. Ça s'apprend surtout par l'expérience, par la transmission du savoir, par les ascendants. Mais bon, moi, comme j'avais pas cette chance, j'avais plus de grand-père, plus de père et personne dans mon entourage familial, j'ai intégré l'école pour apprendre au moins le b.a.-ba. Enfin, le b.a.-ba, les bases, je les avais, mais que concrètement, apprendre un métier pour me rassurer. Ouais. Moi, je suis encore dans l'optique d'améliorer mes compétences. Et vraiment, je suis encore en apprentissage. Avec une petite production de 30 000 bouteilles par an, les Bayettes mère et fille ne peuvent compter que sur leur propre force. Quand Lorraine doit tester ses vins clairs ou décider des assemblages, c'est au jugement de sa famille qu'elle s'en remet toujours. Toutes les deux. La couleur est belle. Oui, la couleur elle est un peu plus claire que les assemblages. Enfin, Donc là je vous mets donc seulement le 2009 et le vin fût. Et après on va faire un test justement si exceptionnellement cette année on ne pourrait pas donc dans notre base de 2010 rajouter un soupçon de 2009. Donc 2009. Et là en fait on a tous les arômes évolués. Ah oui, c'est net par rapport au 2010. Donc là, il faudrait peut-être pas en mettre énormément de 2009 pour pas que ça prenne le pas sur la spontanéité, sur la fraîcheur de 2010. Ouais, je pense qu'il faut pas hésiter. C'est une constante malheureuse de cette région. Souvent, les femmes se retrouvent à la tête d'une maison de champagne après une perte. D'un mari, ce fut mon cas, ou d'un père, comme pour Lorraine Bayette ou Frédéric Porret. Frédéric se destinait à succéder à son père à la tête de l'exploitation de 8 hectares, créée en 1874 par son arrière-arrière-grand-père. Mais pas si jeune, elle avait 27 ans. Pourtant, elle a dû retrousser ses manches et se jeter dans la bataille. La production de 80 000 bouteilles annuelles ne souffrant aucune tergiversation. Je note les numéros des cuves pour que le laboratoire d'analyse puisse me transmettre les analyses des vins et voir comment va se passer leur conservation cet été. Je pense que ça a mûri tranquillement et un jour j'ai dit à ma mère que je ferais bien ce métier-là. Et là, sur le coup, il y a eu l'effet de surprise, mais finalement, mon père m'a dit bon, je m'y attendais. Quand mon père est décédé, bon, ça a été très compliqué. Là, on se dit, est-ce que je vais être capable? On se remet en question. C'est vrai qu'à ce moment-là, heureusement que Hugues, mon mari, était là. Il a repris toute la partie vignoble. Pour l'élaboration, ça faisait déjà 5 ans que je pratiquais, donc bon, même si le jour où on se retrouve seul, on se dit cette question-là, j'ai oublié de la poser, puisque même les choses les plus simples,
quand on doit prendre la décision sans avoir l'avis du maître, c'est une autre affaire. On se pose beaucoup de questions et quand la première année est passée, c'est un petit peu un soulagement. Donc ça, c'est le brut sans année, c'est le tirage. Oui. Donc on devait refaire un contrôle 15 jours, 3 semaines après le dernier. Donc là, on doit être à peu près dans les temps. Ça va faire 2 mois que c'est mis en bouteille. Ça, c'est la Prestige Vieille Vigne. Et puis, donc, la Blanc de Blanc. D'accord. Voilà. On fait un contrôle de pression tout de suite. Donc 7 bar 6. D'accord. Donc à 20 degrés, donc c'est bien. Hein. On a créé des nouvelles cuvées. Hein. Je pense le blanc de noir Amour de la cuvée Amour. Hein. Donc c'est des petits plus qu'elle a mis en place et puis qui fonctionnent. Donc elle a continué le style de son papa, quoi. Donc c'est assez plaisant. C'est complètement différent au nez. Hein. C'est le côté plus un peu citronné. Là. C'est bien, il garde une belle acidité en fin de bouche. C'est même très bon ça. Au final, ça reste bien. Pour moi, c'est une jeune qui en veut en plus. Hein. Donc elle a la passion un peu du vin, de ce qu'elle fait. Et elle est très enthousiaste à chaque fois. Je dirais des vendanges jusqu'au tirage. Donc ça passe par la réalisation des assemblages, qui est la partie la plus importante, où elle est toujours partie prenante et très efficace. En principe, il n'y aura rien à faire parce que tout avait été fait. Hein. Non, mais c'est plus un contrôle de routine. Quand même, on ne va pas y retoucher d'ici le mois d'avril l'année prochaine. Donc, on fera le point après les vendanges quand même. D'accord. Bon, bah écoutez, aucun problème. On va laisser venir les vendanges. Oui. Frédéric Porret, la récoltante manipulante, toujours sur la brèche, quitte le laboratoire d'œnologie, rassuré par le verdict du spécialiste, et court préparer la commande d'un client allemand qui se fournissait déjà chez son père. Bonjour madame. C'est vrai que si vous appréciez le rosé, à mon avis, vous allez aimer également cette cuvée parce que c'est très fruité. Comme la plupart des artisans du champagne, Frédéric pratique essentiellement la vente directe, tout comme les baillettes. En fait, un tiers des 330 millions de bouteilles de champagne vendues chaque année passerait directement du producteur au consommateur. Frédéric Porret nous l'a dit, les vignes, c'est son mari Hugues qui en a la charge. Aujourd'hui, c'est jour de palissage, une opération effectuée au printemps et qui consiste à aérer les vignes afin de faciliter leur ensoleillement. Pour la pause déjeuner, Frédéric rejoint Hugues et les ouvriers pour partager avec eux le traditionnel pâté en croûte. Allez, tu vas pas avoir de viande. Non mais mets-le de côté. C'est pas grave. Oh mais ça dérange pas, moi je préfère l'entame à la rigueur. Allez. Ah oui, 46 heures. Non, il m'a dit... Ah non, là. Où Là, oui, 45 heures, là. Celle de ce matin où vous étiez... Et puis bon, quand on sait que ces vignes ont été données en dot au mariage de ma grand-mère, c'est un attachement incroyable. C'est sûr que ça, c'est pas que de la terre, pour nous c'est notre bien, quoi. C'est bien qu'on transmet de génération en génération et qu'on veut absolument préserver et transmettre à nos filles. Oui. On verra ce qu'elles feront, elles, mais... Ça sera leur choix. Mais bon, en tous les cas, ça a une histoire ici. C'est notre histoire.
Frédéric, la consciencieuse, supervise tout au sein de sa petite entreprise et clôture sa journée marathon par un rendez-vous avec l'agence de communication qui la conseille sur l'habillage de ses bouteilles. Donc vous avez pu amener vos bouteilles? Oui, voilà, j'ai capsulé quelques bouteilles pour faire les essais. J'en ai pris 3, je sais pas combien de... On va se débrouiller. Donc j'ai les premières sorties papier qu'on avait vues ensemble. D'accord. Dans les 2 versions. Oui, et donc puis, ça c'était la plus classique. Voilà, donc la version classique. Qui nous plaisait un petit peu moins. Moi, celle que j'aimais vraiment bien, c'était celle où il y avait, on voyait vraiment bien le millésime là. D'accord. C'est fabriqué où ça? C'est en Espagne. Ça, en Espagne, d'accord. Une autre agence de communication, une autre dirigeante de maison de champagne. Voici Margaret Henriquez, Maggie pour les intimes, actuelle présidente du Champagne Krug, l'un des fleurons du groupe LVMH, occupée à boucler avec son agence parisienne une campagne publicitaire. Où tu fais ça? Oui. Ça c'est bien, tu vois, si tu enlèves un petit peu plus ça. C'est comme un tweet light. Ouais. Exactement, c'est comme une petite étincelle. Il y a 3 points de lumière là qui vont pas. Oui. Bah, disons que ça sera comme si ça avait été recouvert de feuilles d'or. Là, on dirait, là, tu vois une sorte de nervure de bois qui, c'est vrai, est intéressante par rapport à là. Donc, soit tu cherches ce côté nervure de bois peint tu les fais partout, partout, ou tu fais ça. Oui. Bon, bravo. Merci. La réunion close, Maggie fonce aussitôt en Champagne, au Ménil-sur-Oger exactement, pour une affaire très sérieuse. Une réunion, autant dire une confrontation, avec les plus grands experts mondiaux du champagne. Cadre de la rencontre, le fameux Clos du Ménil, 1,84 hectare de chardonnay, protégé depuis 1698 par un mur d'enceinte. C'est de ce petit vignoble clos de mur que provient l'une des cuvées de champagne les plus chères du monde. Et c'est du verdict des hôtes de Maggie que dépendra sa renommée pour les années à venir. En attendant Maggie, c'est Olivier Krug, directeur de la maison et descendant de son fondateur, qui accueille les invités. We are sharing 24 hours together, which will be 24 hours of intensive testing, intensive work, intensive sharing. In a few minutes, we will be met by Margaret Henriquez, who is our president. And I know that some of you have already met Maggie. Margaret est vénézuélienne. Sa passion pour le vin lui a été transmise par son père, négociant en spiritueux. Diplômée de Harvard, elle fait d'abord carrière en Argentine et au Mexique, au sein de grands groupes agroalimentaires. Mon père, il travaillait dans des vins spiritueux. Moi, j'adorais mon père et là, je suis rentrée dans les affaires de la famille. Et dans l'année 86, je demandais d'aller vers la partie commerciale et rester dans des vins spiritueux. Moi, j'étais la présidente de l'entreprise trop importante dans le monde du vin en Argentine. Et là, j'ai pris des formations dans la partie viticole, dans la partie œnologique et bien sûr dans la partie dégustation. J'ai renforcé tout ça pour travailler proche de mes équipes. Et un peu plus tard, voilà, en 2008, on m'a invité à venir gérer Krug. Et vraiment, je suis très émue, et tous les jours plus. C'est fantastique. C'est le seul espace où il y a une vraie valeur pour la tradition et l'histoire et les temps. Et c'est quelque chose à laquelle je suis très attachée. Okay, this is why they cannot say which year similar. C'est le moment crucial. Margaret invite ses hôtes, tous des experts reconnus et redoutés, à goûter la plus prestigieuse cuvée maison, le Clos du Ménil. 12 000 bouteilles millésimées produites chaque année. Toutes numérotées, toutes précieusement conservées pendant 10 ans en cave. Leur prix? Celui de la rareté et de l'excellence, soit environ 1 200 € la bouteille.
autour de la table, concentration, inquiétude. And what is interesting is how really everything starts from the little plot. And he said, if you want undisputed quality, you can never mix the plots. Never mix the plot. No, never. Is worth sharing with you that we were tasting, and this is that, you know, I believe that everything is true much more for what we do than from what we say. So we say in this house all decisions are made by tasting. In the tasting we repeat. Et enfin le verdict. Well, say thank you so much, because there's, you know, I've been writing in my books that probably since '79, Krug Clos de Menil is for me the best wine in the world. You take this perfect terroir and you take the best barrels and things like that, but you also add a certain touch of magic just to show that it's Krug. Le meilleur champagne du monde. L'oracle, c'est-à-dire le très redouté critique suédois Richard Jölling, a dit ce que Maggie espérait entendre. Elle s'est montrée digne du fondateur en 1843 de la maison qu'elle dirige, Johann Joseph Krug. Dans un petit carnet, celui-ci avait consigné les recettes de son champagne. Et c'est Maggie qui, un siècle et demi plus tard, s'en est inspirée après l'avoir déniché dans les archives de la maison. C'est une histoire qui arrive certainement dans d'autres familles. Moi, je suis rentré chez Krug en septembre 89. Mon grand-père était dans le petit bureau du fond et il rangeait dans le coffre-fort un vieux carnet. Puis il me l'a montré en me disant il faudrait que tu lises ça un jour parce que c'est le carnet de Joseph Krug et il avait mis ses règles et sa philosophie. Et puis vous savez comment est la vie, on a toujours le temps de le faire. On a même changé d'un coffre dans un autre coffre une fois et j'ai jamais lu jusqu'à l'arrivée de Maggie il y a 2 ans. Je lui parle du carnet, elle me dit mais c'est passionnant, il faut que je le lise. Donc je le montre à Maggie qui le lendemain se jette sur moi en hurlant de joie en me disant mais c'est extraordinaire, dans ce carnet tout est écrit, tout ce que vous m'avez expliqué depuis 1 an dans la maison est dans ce carnet. Et surtout cette vision extraordinaire du champagne, ce sens du détail et cette obsession pour aller toujours dans la direction du plaisir et de la qualité la plus haute. Cet monsieur, qui s'appelle Joseph Krug, il était l'homme qui a inventé les cuvées Prestige. Il a créé cette philosophie des qualités incontestées où il dit, voilà, vous ne mélangez pas les petites parcelles, chaque parcelle va donner un vin, et on va savoir si cette parcelle était bien travaillée ou mal travaillée. Il a écrit ça en 1848. C'est incroyable, c'est une belle histoire d'une vision claire des qualités incontestées. Et c'est la responsabilité de la maison de créer toutes les années les meilleurs champagnes du monde. Ce savoir-faire mûri dans les caves et transmis de génération en génération. Tous les professionnels du champagne s'en réclament. Celles qui l'ont reçu en héritage, ou les nouvelles converties comme Nathalie Franken, qui a mis ses pas dans les pas de Madame Pommery, ou Margaret Henriquez, qui s'inscrit dans la continuité de Johann Joseph Krug. Ah, c'est fermé, ça me suit imparfait. Maman qui faisait des bananes. Si Maggie compte sur les critiques internationaux pour séduire la clientèle triée sur le volet de son Clos du Menil, Nathalie, l'industrielle du champagne, utilise d'autres méthodes pour promouvoir sa production. Tous les 2 ans, elle accueille avec son mari, Paul-François Franken, 3000 distributeurs venus de tous les continents pour une spectaculaire opération de promotion. Directe et efficace, comme elle. D'accord. Vous demandez à... Elle est où, Katia? Vous pouvez la joindre sur son portable et lui demander de me rappeler? En 1976, Paul-François Franken crée une première et modeste maison de champagne et en 2002, il est en mesure de racheter l'illustre maison Pommery. Lui, c'était une vraie volonté qu'il avait de fonder une maison de champagne. Il avait consacré la première partie de sa vie à travailler dans une société anglo-saxonne où il vendait
du Champagne. Et donc, il a véritablement eu très envie de monter et de fonder cette maison de Champagne. Je dirais que pour lui, on est proche d'une vocation. Nous étions un groupe déjà important, le 5e groupe champenois. Et donc, lorsque la possibilité est apparue d'acquérir Pommery, on a présenté cette opération à mon mari, qui bien sûr en a été tout à fait passionné dès la première minute. Et puis, s'est fait le jeu d'une acquisition d'entreprise, je dirais d'une manière assez banale, même si l'enjeu, lui, ne l'était pas du tout. C'est une évidence. Nathalie a très vite pris ses marques dans l'extravagant domaine que Madame Pommery fait bâtir en 1868. De nombreux édifices s'y déploient sur 50 hectares, parmi un spectaculaire château néo-gothique et 18 km de caves cathédrales creusées dans des crayères gallo-romaines. À 9h du matin, le 1er juin 2002, puisque l'acquisition s'était faite le 31 mai, nous étions derrière la grille. Nous avons été accueillis par le chef de cave de Pommery, Thierry Gascot, et nous avons marché pendant 7 heures, sans nous arrêter à la découverte de Pommery, puisque derrière chaque porte, il existait encore quelque chose, encore un couloir, encore une pièce qui amenait sur une autre porte. Et au bout de 7 heures, nous n'avions ni mangé ni bu. On s'est arrivé dans la salle club, on s'est assis et je dois dire que c'était un moment assez merveilleux. Au sein du domaine, l'héritier de Madame Pommery collabore avec la nouvelle maîtresse des lieux. Si vous me disiez, Nathalie, qu'est-ce que voulez-vous apporter à la légende de Madame Pommery? Eh bien, je voudrais qu'elle soit reconnue comme étant le premier entrepreneur femme français. Voilà. Parce que finalement, quand on prend la somme de tout ce qu'elle a fait, on dit qu'elle a du génie, on dit qu'elle a du talent, on dit qu'elle a su s'entourer d'architectes, on dit qu'elle a su engager Hubinet, on dit qu'elle a su conquérir le monde, mais on dit jamais qu'elle est cette femme chef d'entreprise incroyable. Et donc, voilà. Si moi, je pouvais lui apporter ça, je serais d'une fierté absolue. Le prince Alain de Polignac, arrière-arrière-petit-fils de la veuve Pommery. Longtemps chef de cave, il est aujourd'hui historiographe de la maison et biographe de son aïeul. Alors là, c'est très joli. Ça, c'est le chalet de Madame Pommery, à Chigny-les-Roses. Dès l'origine, Madame Pommery a commercé, parce qu'on disait à cette époque-là une maison de commerce, a commercé avec le monde entier. Elle était fixée à Reims, mais ses grands marchés tout de suite ont été Londres, Saint-Pétersbourg, New York, etc. On est très étonné qu'elle ait pu reprendre ça, mais en fait, quand on revoit sa jeunesse, elle était fille unique. Elle a vu sa mère gérer ses propriétés terriennes seule. Elle a vécu dans un environnement de femmes qui tenaient les rênes. La mère s'est rendue compte que sa fille était intelligente. Après avoir fait ses études à Rethel, on l'a envoyée à Paris, ce qui était déjà pas évident dans une bourgeoisie de province. Et de là, on l'a envoyée à Londres. Elle sera bilingue complètement, ce qui va être très important. Puis ensuite, elle revient comme une fille sage à Rethel avec sa mère, et on n'en entend plus parler. Le mariage a lieu avec M. Pommery, qui est un homme intelligent, mais Mme Pommery n'apparaît pas, c'est tout. Simplement, les gens qui la connaissent disent c'est une femme très intelligente et qui continue de se cultiver. Ce qui fait qu'à la seconde où M. Pommery est mort, il y a eu comme les 3 coups du théâtre. Vous disiez toc, 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 et l'actrice est rentrée en scène parce qu'elle était prête. Mais elle ne savait pas pourquoi elle était prête. Mais le destin l'avait préparée à ça. Et il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Venez l'escadron de choc. Là, on ne dresse plus ici. Est-ce que tout est dressé, là? Elle est où, mon allée centrale pour la sommellerie? Ça va pas, il me faut mon allée centrale pour ma sommellerie. Oui, madame. Messieurs, s'il vous plaît, on arrête les chaises, s'il vous plaît. Une seconde. Et puis ici, je pense que ça ne sert à rien d'empiler les gens. Tu peux en étaler un peu plus par là plutôt que tu sois ici, parce qu'ici, c'est ton service. 2 mètres de largeur, donc on décale bien d'1 mètre. Allez-y. Est-ce que vous ne croyez pas... Des milliers de clients exigeants à convaincre. L'enjeu est important. Et l'organisation à la démesure de la propriétaire des lieux. Elles sont magnifiques. Madame Pommery a une toute petite affaire. Elle n'a aucun nom, rien du tout. Elle veut tout de suite se mettre au niveau des très grands. Elle arrive tard.
Parce que quand elle arrive, Clicquot est en place, Moët est en place, tout ça, et c'est une des dernières grandes à se créer au 19e. Donc, pendant 10 ans, c'est très difficile. Surtout qu'elle a des petits volumes, elle n'a pas d'infrastructure industrielle, elle doit acheter des cuvées, elle doit acheter des vins, elle a des cuvées qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, etc. Et j'ai toute la correspondance avec Hubinet, qui est son représentant à Londres, qui est fabuleuse, parce que c'est tous les jours des lettres de 4-5 pages, disons ce qui va pas, pourquoi, etc. Et c'est progressivement, quand les volumes commencent à avancer tout doucement, qu'elle commence à pouvoir mettre sur le marché des vins de plus grande stabilité qualitative. À cette époque-là, le côté commercial était plus simple, puisque le vin de Champagne étant des cuvées très luxueuses et très chères, vous n'aviez pas une multitude de points de vente. Quand vous arriviez dans un pays, il y avait la capitale ou les 2-3 grandes villes, vous aviez 2-3 grands hôtels, vous aviez une série de grands clients privés de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie, vous aviez peut-être un grossiste, et puis ça s'arrêtait là. Donc déjà, le tour des points de vente était beaucoup plus rapide. Et d'autre part, alors c'est là une idée de génie de Mme Pommery, c'est qu'elle se rend compte que si elle veut que Pommery soit confirmé comme un vin de très haute gamme, il faut absolument qu'elle devienne le vin de référence de l'élite de l'époque et l'élite qui donne le ton. Or, à cette époque-là, ceux qui donnaient le ton, c'était Londres, puisque l'Empire britannique était énorme, et à Londres, c'était la classe dirigeante, l'aristocratie anglaise. Les Français, les Allemands voyageaient peu, les Anglais voyageaient partout. Donc les Anglais voyageant partout, dès qu'ils arrivaient dans un endroit, ils demandaient du Pommery. Et si le type ou l'hôtel ou le grand restaurant n'avait pas de Pommery, ils s'empressaient d'en commander. Elle prend vraiment l'affaire, Pommery doit faire 30 000 bouteilles, et quand elle meurt, elle doit faire 1,5 million. Shall we open it? Why don't we? Huh? What do you think about that? Allez. Wronken sera une étape importante, peut-être longue, ce que je souhaite, dans l'histoire de Pommery. It's lovely to be back. Oh, thank you. Mon mari dirige la maison, on a chacun notre champ d'action. Donc moi aujourd'hui je dirige le marketing, je m'occupe de l'image, de la création. Voilà, je m'occupe aussi du patrimoine, du mécénat, des expositions. Je fais un petit peu de commerce aussi quand il est nécessaire. Enfin, je suis la maîtresse de maison. What do you think about women and champagne? I think a great deal about women and champagne. I think a great deal about champagne, a great deal about women. Je suis à la fois aujourd'hui porteur des traditions de Pommery et je suis en même temps bâtisseur quotidien de ce qu'est Wronken et de ce que deviendra Wronken Pommery. I'm so happy to declare open the 5th Biennale des grandes marques, Wronken, Pommery, Monopole. Faites un petit morceau à chacun. And then you have the winemaker, which is there to have. When does this begin? Maintenant. Nathalie, une maîtresse femme, que l'on compare tout naturellement à Madame Pommery. The great idea of Madame Pommery is that each time she opened a new market for the Pommery, she dedicates a gallery on the name of that market. So Argentina. So you go to Buenos Aires, to Liverpool, to Manchester, you will cross New York, and nothing goes to nothing. It's an improbable tour du monde, but it's incredible. The next one. L'une comme l'autre affiche des personnalités hors normes, un don pour le marketing et une volonté d'associer leur réussite au mécénat artistique. Madame Pommery a commandé au sculpteur Gustave Navelet les fameux bas-reliefs de ses caves. Quant à Nathalie, ses expositions mobilisent très régulièrement la fine fleur de l'art contemporain. Des femmes de la trempe de Nathalie, nous en avons rencontré d'autres en Champagne. Voici un duo féminin de choc.
Sandrine Logette, chef de cave, alchimiste et chimiste subtile. Et Carole Duval-Leroy, sa patronne depuis plus de 20 ans. Une œnologue fille ne pouvait pas à l'époque envisager un poste de chef de cave. Parce que à cette époque-là, on entendait encore dire on ne veut pas mettre de femmes dans une cave. Bah oui, ça fait tourner le vin. Le vin ou la tête des hommes? Alors cette maison, elle est née donc en 1858. Elle était transmise de père en fils jusqu'en 91 où mon mari est décédé et il voulait absolument que cette maison soit transmise à ses enfants. Alors à l'époque, mes enfants avaient 4 ans, 6 ans et 8 ans, donc un peu jeunes pour reprendre la maison. Et donc, j'ai dit oui. Que ce soit Madame Clicquot, Madame Pommery, Madame Lançon aussi, qui a été, Lily Bollinger, il y en a énormément. Elles n'ont pas eu le choix, c'est comme moi. Elles se sont retrouvées veuves du jour au lendemain. Alors, je ne sais pas si ça, c'est la Champagne, parce que je trouve qu'il y en a quand même beaucoup en Champagne, mais elles se sont retrouvées veuves, et voilà. Quand vous êtes au pied du mur, il n'y a pas le choix. Je suis œnologue. J'ai fait la faculté d'œnologie de Reims pendant 2 ans. Et je suis sortie en 1991 en ayant le diplôme national d'œnologue et un DESS d'œnologie des vins de Champagne en poche. Ça m'a permis d'avoir un champ d'action très large sur toute la production et même au-delà. Et ce champ d'action très large m'a permis de découvrir avec un niveau de détail très très précis tout ce qui se passait chez Duval-Leroy et de faire en fait ce travail d'analyse en concertation avec Carole à qui je reportais directement. C'est plus facile de travailler avec des femmes qu'avec des hommes quand on est une femme. Parce qu'on pense de la même manière. Un homme, il réagit pas comme nous. C'était un banco quand même parce que elle donnait à Duval-Leroy une image de féminité et quelque part elle a voulu renforcer cette image de féminité en confiant le poste de chef de cave à une autre femme. Ça s'était jamais vu. C'est très bien un homme pour certaines choses, mais pour l'élaboration des vins, je trouve que c'est beaucoup plus facile avec Sandrine. Parce qu'un homme qui a du caractère, il va vous dire non, c'est moi le chef de cave, je suis comme ci, comme ça. Et, oui, c'est bien, mais nous, on a un certain goût et on a envie. Or, bon, la maison, elle est féminine par sa présidente, donc c'est bien que ce soit féminin par son chef de cave. Chef de cave. Le poste le plus stratégique d'une grande maison de Champagne. Comme tous ses pairs, Sandrine Logette est responsable et garante de la constance du goût et de la qualité de toutes les cuvées de sa marque. L'élaboration d'une cuvée, c'est l'art de la sensibilité et de la délicatesse. Un art subtil qui nécessite des dons sensoriels surdéveloppés et qui s'exerce pleinement à un moment clé d'une année de Champagne, lors de l'assemblage. Cet instant magique et angoissant où l'on assemble différents crus, cépages et millésimes. Mais avant d'entreprendre cette opération décisive, voici d'abord ce qui détermine tout, les vendanges. À la fois aboutissement d'un processus et début d'un autre. Toutes nos héroïnes y prennent part et toutes ensuite participeront aux différentes étapes de la fabrication du champagne. Normalement, vous aurez besoin de à peu près 16 caisses. Ça y est, vous êtes prêts? Les vendanges. Un point d'orgue fiévreux et jubilatoire qui mobilise sur plusieurs semaines toute la région. Durant cette parenthèse d'une dizaine de jours, tous mettent la main à la pâte, littéralement. En effet, en Champagne, afin de préserver l'intégrité du raisin, les vendanges se font toujours entièrement à la main.
galère. Soirée des grenouilles, hein. C'est la fête à la grenouille. Ah là, c'est... Voilà. C'est la gouille, comme on dit chez nous. Ça gouille. Alors c'est des vendanges, pluie, beau temps, vent. Faut y aller. Voilà. Faut pas attendre parce qu'en fait, avec la pluie et les orages, ça va pas gagner. En fait, ce qui risque quand on voit ça, c'est la pourriture gagne. Il faut vraiment se dépêcher. C'est le fruit du travail de toute l'année et puis d'être dans les vignes de ses parents, de ses grands-parents, c'est bien, quoi. C'est un honneur, une continuité. Voilà. On fait la même chose qu'eux en fait, puisqu'on n'a pas évolué. On fait toujours les vendanges à la main, puisque la machine en Champagne est interdite. Et puis on cueille les vignes qu'ils ont plantées. Je m'énerve pas, il faut mettre les bottes. On était à Tours-sur-Marne et alors ça a pris un peu plus de temps. Oui. Voilà, parce que c'est un... Voilà, et j'ai tout à fait les bonnes chaussures, si c'était la question. Bon, alors, c'est formidable. Est-ce que tu te rends compte que c'est historique? Qu'il pleut, mais que c'est historique? La pluie? Non, oui, c'est ta 10e vendange de chardonnay isolé de ton Clos Pompadour. C'est ça, tout ça. C'est bien ça. Faut que ça reste comme ça. En gros, sur un pied de vigne, vous allez avoir à peu près 11-12 grappes. 11 à 12 grappes. Une grappe, en général, on compte entre 100 et 110 grammes. Et pour une bouteille de champagne, il faut compter 1,3 kg. En moyenne, on peut dire qu'un pied de vigne, ça représente une bouteille. On est d'accord. Donc là, ça fait quelques bouteilles. Cette année, la pluie n'a duré qu'1 jour, qui, Dieu merci, ne mettra pas en péril la qualité du raisin. Bien chargé, hein? Oui. C'est bien parce que c'est chargé, mais... Ouais, c'est un peu... On l'a jeté. Celle-ci aussi, là. Bonjour. Ça va? Ça coupe bien? C'est beau, hein. Attention, là il y a une petite grappe d'ici bien triée. Hein. Les verres et la pourriture par terre. Que du bien mûr. Non, c'est beau hein, cette année. Hein. Ouais. Je vais pas dire, c'est vrai qu'il y a des beaux raisins. Il y a la quantité et il y a une belle qualité. On a eu premières analyses. Il y a du sucre. Attention à ne pas les fouler aussi. Hein. Vous avez du beau raisin à récolter cette année, hein? Ça fait plaisir, hein? Oui, une belle grappe. Super. Asti, on va voir le côté. J'ai un goûteur professionnel, vous savez. Et alors, si le raisin est mûr, elle le mange. S'il n'est pas mûr, elle ne le mange pas. Mais là, je crois qu'elle en a un peu assez de manger du raisin. Je la fais goûter partout, sur tous les pressoirs quand je tourne. Et là, elle n'en veut pas. Cette année, tout concourt à rendre ces journées euphoriques. La légèreté de l'air, la plénitude des grappes, le raisin gorgé de sucre. Tout cela, c'est la promesse de millésimes fameux. Je pilote ça depuis que mon père est décédé, donc ça fait 6 ans.
Et non, j'ai appris toute seule. Donc si un jour j'ai pas de travail, je serai cariste. C'est les vendanges à la maison, au pressoir de la marqueterie. Finalement, on travaille toute une partie de l'année pour les vendanges. C'est déjà une étape très importante dans l'élaboration du vin. On voit déjà si les vignes donnent des beaux raisins, voilà, c'est un peu la récompense. Et puis ça permet aussi de sentir ce que pourra être un millésime ou une année. On se dit, ben voilà, cette année par exemple, on a de très beaux raisins, un état sanitaire superbe, on a des degrés qui sont finalement un peu moins élevés que ce qu'on attendait, mais ça va être une très belle vendange. Les pressoirs peuvent contenir plusieurs tonnes de raisins. Avec 4000 kilos de raisins, on obtient 2500 litres de jus grâce à un pressage doux et progressif. Le jus s'échappe donc par les petites rigoles, comme vous voyez ici, et ensuite par gravité, ça tombe dans les belons qui sont juste en bas dans la cuverie. Donc là, c'est mon univers, la cuverie. Là, on est à 19 degrés. Cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Et donc là, je suis de nouveau de nuit, donc je vais finir à 5h30, 6h. Mais ça, c'est les vendanges, ça dure que 10 jours, on le sait, on est préparé. Lorraine, maintenant tu vas te coucher, t'as passé la nuit à la cuverie. Dors bien. Dors bien, ma chérie. À tout à l'heure. Chez Sandrine Logette et Carole Duval-Leroy, l'activité est nettement moins artisanale. Ce qui n'a rien de surprenant pour une maison qui produit chaque année 5 millions de bouteilles. Des dizaines de camions-citernes, transportant des millions de litres de jus de raisin, font un arrêt devant le laboratoire de la maison et puis s'en vont. Juste le temps d'un prélèvement de jus qui sera analysé par Sandrine et ses collaboratrices. Effectivement, chaque éprouvette représente un compartiment de citerne. Là, par exemple, avec cette couleur jaune dorée, ce sont des chardonnays qui viennent de la montagne de Reims. Là, vous voyez, la couleur est différente. On est sur une couleur plus orangée. Ce sont des meuniers qui sont très fruités. Là, on a des pinots noirs. Des pinots noirs qui ont une qualité de débourbage assez poussée, puisque vous voyez le jus est bien clair, bien translucide. Aujourd'hui, moi j'ai pas compté parce que j'ai pas voulu avoir peur. On est à combien de citernes? 43 citernes aujourd'hui. Donc on est dans les journées les plus fortes pour notre activité. Suite du processus chez Frédéric Porret. Ouais, c'est bien déposé, hein. Là, on est en train de débourber. En fait, c'est les raisins qu'on a écrasés hier dans la journée, qu'on a laissé déposer toute la nuit. Donc, en fait, on a les premières impuretés qui se déposent au fond. On voit bien que tout le dessus du jus est clair. On va repomper tout le jus clair avant de démarrer la fermentation dans les autres coupes. Et puis, le lendemain, on démarre la fermentation. Donc, on ajoute des levures et du sucre pour démarrer la première fermentation alcoolique. 38-40 degrés, je cherche un peu de mou. On va acclimater les levures.
Donc là, je viens de préparer les levures que l'on va mettre dans notre mou débourbé. On va laisser une vingtaine de minutes, le temps qu'elles se multiplient. Ces levures, elles sont naturellement présentes, mais pour assurer une fermentation complète, on ajoute des levures sélectionnées par notre laboratoire d'analyse. D'ailleurs, vous pouvez sentir, on sent un peu les arômes de la levure du pain. C'est un levain. Retour chez Sandrine, où la fermentation s'emballe. Il y a une cuve en fermentation qui déborde et l'extraction n'est pas branchée. Et c'est magnifique, bon, ça mousse. Tout ça, c'est naturel. Là, c'est magnifique, l'odeur est superbe, c'est net, c'est franc, c'est fruité. Mais je ne vais pas laisser faire, là. Il y a quelqu'un qui va venir vider un peu. C'est dans ces cuves en acier ou parfois encore dans des fûts en bois que se produit la première fermentation alcoolique. Quelques mois plus tard, au terme d'un processus classique de vinification, on obtient du vin clair ou vin tranquille. Ce vin peut être utilisé immédiatement pour l'assemblage de l'année ou être conservé plusieurs années en cave. Ce choix est décisif, car c'est à partir de ces vins clairs qu'est réalisée l'étape cruciale de l'élaboration du champagne, l'assemblage. L'assemblage donc va être la réunion de plusieurs vins clairs. On utilise en fait un peu comme un peintre quand il va être face à sa toile. Il a entre les mains sa palette de couleurs. Il va mélanger des couleurs pour obtenir une autre couleur. Eh bien le travail de réalisation d'assemblage, c'est le même travail. On va juxtaposer différents goûts, différentes odeurs pour arriver à un résultat fini qui convienne à l'objectif qu'on s'est fixé. J'ai fait au préalable plusieurs dégustations de vin clair qui me permettent de bien connaître ce que j'ai dans la cuverie. Donc je vais réunir l'équipe de dégustation. Ce comité participe à la dégustation des vins clairs et regoute également les assemblages qu'on a fait les années précédentes. Cette dégustation est une dégustation critique, c'est-à-dire que chacun va émettre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas dans l'assemblage. Les membres du comité de dégustation goûtent plusieurs dizaines de vins clairs issus de cépages, de villages, de parcelles et d'années différentes. Leur but ? Aider Sandrine à affiner le goût de la cuvée de l'année, en assemblant de façon optimale les vins sélectionnés. Il a un nez. Là, voilà. Ouais, c'est vrai que le premier a un nez explosif, les autres, le nez est plus fermé. Hein. Le nez est plus fermé. Dans le 3, il y a un grain qui est superbe, il y a un grain très fin. Et puis derrière, c'est très frais, c'est très pur. Un bel équilibre. La structure est là. Beaucoup de pixels. Le 4 est un peu plus en désordre à l'heure actuelle. C'est celui-ci qui domine. Moi, j'aime bien la cuve. C'est ça que je voulais vous demander. Et la cuve. J'aime bien la cuve. Ensuite, à partir de l'objectif d'assemblage, je vais faire une proposition. Une première proposition qui est une proposition que je considère toujours comme une proposition mathématique. La zone E avec 88. L, la 583. 602, 23. 614, 56. 22,8. 538, 174 aussi. La 589, 22,7. En fût, tu en mets 4,4. Puis c'est là où il faut que tu arrives à 100, sinon il y a des problèmes. Et là, cette première proposition est goûtée par l'ensemble du comité. Et de nouveau, ils formulent leurs commentaires. Ça manque de densité, ça manque d'assises, ça manque de corps, ça manque de corpulence. C'est trop ménile dans le sens avec les bons acides, la longe, tout cela. C'est puissant mais court, ça s'arrête vite. Ouais. Tout un peu sévère. Bah, parce que c'est la première hypothèse. Donc on va passer à la deuxième. Oui, c'est bon. 625H,
ce moment-là, ça va être souvent de diminuer la proportion d'un village et par contre d'augmenter la proportion d'un autre village ou la proportion d'une parcelle. Et on va avancer comme ça, peu à peu, pour arriver jusqu'à l'obtention de notre objectif définitif. Ça peut durer plusieurs heures et on peut aussi avoir besoin de se revoir 2 jours de suite. Mais ce qui est important, c'est de ne pas arrêter tant qu'on n'est pas satisfait. Parfait. Sur la même technicité que l'autre. C'est vraiment la fusion des deux, du premier et du deuxième. Avec de la profondeur, avec le pointu, avec de l'amplitude, de la race, la complexité là, c'est... D'accord, on change plus rien. On valide le 3. Ah oui. Allez, validé. Validé. C'est le moment de vérité, le verdict tant redouté. Quel que soit le prestige de la cuvée ou son prix, le but est de rester fidèle au goût qui incarne la maison. On procède ensuite au tirage, c'est-à-dire à la mise en bouteille du vin issu de l'assemblage, auquel on ajoute des levures et du sucre qui permettent au vin de fermenter une deuxième fois. Donc là, il vient juste d'être mis en bouteille et après, il va se reposer. Et en fait, à l'intérieur de la bouteille, il va y avoir la fermentation, la deuxième fermentation alcoolique. Ça va nous provoquer les bulles. Donc 5 à 6 kg de pression dans la bouteille. C'est pour ça que d'ici 1 mois, il faudra faire attention quand on va se balader dans la cave, parce que les bouteilles peuvent éclater. Je ne la tiendrai pas comme ça dans 1 mois. Ensuite, les bouteilles sont descendues en cave, où elles sont couchées et empilées. Il ne reste plus maintenant qu'à laisser le temps faire son œuvre. La deuxième fermentation alcoolique dure entre 6 et 8 semaines. Les levures mangent le sucre et le transforment en alcool. Elles absorbent ainsi la totalité de l'oxygène présent dans la bouteille et libèrent le gaz carbonique qui, contrairement à la première fermentation, restera dans le vin. C'est ce processus qui le rendra effervescent. Cette effervescence, ces bulles, ont longtemps intrigué les chimistes. En analysant une coupe de champagne au microscope, ils ont découvert récemment que ce fameux pétillement est le fruit du gaz, de la mousse et des particules aromatiques. Ce sont ces éléments et quelques autres qui génèrent les 2 millions de bulles virevoltant dans chaque coupe. 2 millions de bulles. Les bouteilles reposeront en cave durant de longs mois. 15 au moins pour un champagne non millésimé, 36 pour un champagne millésimé, et des années, voire une décennie, pour les cuvées les plus prestigieuses. Lorsque la maturation est jugée suffisante, soit 3 à 4 mois avant la date de commercialisation, il faut éliminer le dépôt qui trouble le champagne. Alors on procède au remuage. Fidèle à elle-même et à la tradition, Claudie refuse de recourir aux machines et préfère se servir de ses mains à l'ancienne. Donc tous les jours, on tourne d'1 quart de tour les bouteilles. Dans cette pièce, il y a à peu près 4000 bouteilles. Donc on met, pour tourner 4000 bouteilles, environ 20 minutes. Et la bouteille, au démarrage du pupitre, elle se trouve comme ça, presque à l'horizontale. À la fin, elle va se retrouver à la verticale. Et tous les jours, en tournant la bouteille d'1 quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, au fur et à mesure, pendant 30 jours, elle va arriver comme ceci et le dépôt se trouvera sur la capsule. Le bac à glace nous permet de glacer au niveau du goulot, donc on voit bien la glaçon. Donc le dépôt est congelé à moins 25 et ensuite le fric va dégorger. Donc enlever le dépôt avec la pression de 5 à 6 kg, le dépôt va être éjecté.
Après le dégorgement, c'est le moment d'apporter la touche finale en ajoutant dans chaque bouteille une liqueur de dosage. Moins sucrée pour un brut, plus sucrée si l'on cherche à obtenir un sec ou un demi-sec. Après, on bouchonne. Alors que les cuvées de l'année vieillissent en cave, Frédéric en remonte le millésime 2004. Le moment est venu pour elle de proposer cette cuvée, mûre pour la vente, aux clients potentiels. 2004. Voilà. Alors, on va le sortir pour... C'est presque une primeur pour moi, là. Pour la fin d'année, voilà. Les données sont vraiment très présents, tu vas voir. Par rapport au précédent, tu lui trouves quelle vertu ou quelle qualité supplémentaire? Moi, ce que j'aime, c'est la fraîcheur en finale. Je suis très impatient, j'adore les nouveaux millésimes. J'adore. Et Vitaly, fidèle à la tradition des femmes de Champagne, part à la conquête de nouveaux marchés. C'est à Shanghai, en Chine. Marché prometteur s'il en fut, qu'elle tente depuis quelques années déjà de séduire de nouveaux amateurs. Very nice to meet you. Un séjour dense, rencontre avec des distributeurs potentiels, interview avec la presse écrite et la télévision chinoise. A bit about yourself and the history of your champagne house. For us, it's a way to see life, and my father is really like that. He is more as a poet, and but for us, it's very important. It's a big part, because if you consider that a brand is just a brand, you don't go very far. But if you consider that in everything you are doing every day, there is a kind of art, making things more beautiful, be inspired, be linked to God and something it's bigger than you. 50% of Chardonnay, 50% of Pinot Noir, and it's a cuvée we have launched for the 2000 year. Ici, on sent que voilà, il y a du désir, que le champagne, les bulles, c'est quelque chose qui les taquine, mais en même temps, on n'est pas encore au stade où ils posent vraiment des questions très techniques, où ils rentrent vraiment dans chacun des produits. Si Vitaly sacrifie de bonne grâce à une communication classique, son outil marketing privilégié reste la fête. Et à Shanghai, comme partout, elle ne déroge pas à sa règle. C'est en invitant les Chinois à une de ces fêtes dont elle a le secret qu'elle espère marquer leur esprit du sceau de son champagne. Ainsi prépare-t-elle ces festivités avec une exigence et un soin tout particuliers. Pendant ce temps-là, à Reims, Lorraine, Justine et Sandrine retrouvent, elles, les membres des Pétillantes, un club exclusivement féminin dédié au champagne. L'heure est venue pour elles aussi de goûter en avant-première les cuvées sorties des caves que nous retrouverons bientôt dans nos coupes. Et en fait, il y a une particularité parce qu'il y a dans le vignoble d'Avise, ce sont que des vieilles vignes et on le ressent en bouche. En fait, il y a vraiment une ambivalence entre les vieilles vignes et les jeunes vignes. En fait, les vieilles vignes vont apporter en fait cette maturité, ce corps,
Et d'un autre côté, les vignes un peu plus jeunes qui vont redynamiser, qui vont donner cette longueur et cette finesse. Je pense qu'il faudrait un fromage plutôt jeune et frais, parce que c'est un chardonnay, quelque chose sur la rondeur, très délicat. Je pense qu'il pourrait pas supporter des fromages trop forts. Je pense pas. Bon après, on peut tester, mais en fait, le champagne, ça peut vraiment faire tout un repas. Ouais. Voilà, là, ça le prouve bien. Parce que c'était vraiment le champagne où c'était un petit peu avec les fromages, c'était un peu ambigu, mais là finalement, le champagne peut accompagner complètement tout un repas. La couleur, c'est vraiment très élégant. Champagne de femme. Champagne de femme. C'est quoi? C'est ce qui me restait déjà. Pas de problème. Parfait. C'est aussi un vin de fête en fait, donc les femmes ont plus l'occasion de sur un apéritif. On n'a pas le même mari. Nous en fait on s'octroie toutes les occasions pour faire la fête, c'est fini. Avec le moussé dans le coffre, le cubi de vin, et c'est fini. C'est ainsi que s'achève toujours une année de champagne par des agapes et des fêtes. Fête et champagne, champagne et fête, c'est depuis toujours quasiment un pléonasme. Chin chin. Champagne. J'ai réussi mon examen, champagne. Je me marie, champagne. C'est tout, une naissance, champagne. C'est magique.